Bonjour à tous. Florent Zucca, responsable du programme de conférence du Salon SIDO. Je suis ravi de vous accueillir sur cette plénière d'ouverture du Salon. Géopolitique de la tech, l'Europe peut-elle rétablir l'équilibre des forces Avant de donner la parole à Anne-Sophie Belèche et ses intervenants, je vais passer le micro à Jérôme Moroge, conseiller délégué de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la région qui est un soutien du SIDO historique depuis sa création. Et je suis vraiment ravi de donner le micro à Jérôme pour cette petite introduction et ce mot de soutien au Salon. Merci beaucoup, bonjour à toutes et tous. Eh bien, effectivement, je suis ravi d'être parmi vous pour cette 10e édition du SIDO, pour représenter la région Auvergne-Rhône-Alpes. J'en profite pour saluer ma collègue Sophie Blachère qui est là présente au premier rang, comme toujours, j'aurais tendance à dire, quand il s'agit de tech, de numérique. Voilà, il était important pour nous, en tout cas pour notre président Fabrice Pankouk et l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, d'être présent cette année encore sur le SIDO, puisque vous le savez, le numérique est un des pans fondamentaux de notre politique économique sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, et on a ce porte-étendard qui est le campus région du numérique, qui est situé non loin d'ici, à Charbonnières-les-Bains. Je suis certain que tous avaient entendu parler de notre campus régional ouvert en janvier 2020 maintenant, qui rappelle finalement ce que nous souhaitons mettre en place sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Sur le numérique, c'est réussir à créer, en tout cas à favoriser les liens entre vous tous. Quand je dis vous tous, ce sont évidemment les entreprises de la tech, mais aussi tout ce qui est l'aspect universitaire, école, puisque sur le campus, nous avons de la formation, beaucoup, avec un certain nombre d'écoles présentes, qui va de l'école 42 jusqu'à l'école des mines de Saint-Étienne, et puis aussi des entreprises et l'usine qui permet toujours d'être innovant et de pouvoir avoir ce transfert de connaissances, de compétences. Vraiment, si vous ne connaissez pas ce lieu, je vous invite à vous y rendre, à vous renseigner, puisque c'est aussi sur le campus que nous accueillons le cluster Digital League, extrêmement important, un Digital League qui permet aussi de fédérer tout ce beau monde. Je n'oublie pas aussi le pôle de compétitivité Minalogic, qui est aussi très actif sur la région. Voilà, le numérique, nous en sommes persuadés, ce depuis longtemps, dès l'arrivée de Laurent Wauquiez à la tête de la région. C'est vraiment le numérique est essentiel et extrêmement stratégique dans notre politique économique régionale. Vous le savez, hein, nous sommes très engagés sur la réindustrialisation du pays, de la région singulièrement évidemment. Tout ça ne passera forcément à un moment par le numérique. Voilà, donc c'est le rôle des pouvoirs publics, et j'imagine que vous allez l'évoquer lors de cette table ronde, que de permettre à tout cet écosystème d'évoluer le mieux possible, avec évidemment ensuite des sujets de souveraineté qui seront abordés, qui sont tellement importants. On le sait, la place de l'Europe est questionnée aujourd'hui. Aujourd'hui, plus qu'avant, hein, on a laissé sans doute un peu trop de place à nos amis américains et chinois. Mais aujourd'hui, on se rend compte que finalement, toute cette énergie dans ce monde du numérique déployée ici, tout particulièrement en France et dans notre région, est vraiment capitale. Et vous pouvez compter bien entendu sur le soutien du Conseil régional. Moi, vous savez, j'ai eu cette année la chance de me rendre au CES à Las Vegas, et vraiment nos entreprises n'ont absolument pas à rougir de ce qu'elles ont à proposer aujourd'hui, nos entreprises régionales. On a de la toute petite start-up jusqu'à un certain nombre déjà de TI importantes, sont présentes sur ces grands rendez-vous internationaux, et attirent beaucoup la curiosité des uns et des autres. Alors c'est aussi la raison pour laquelle nous sommes très fiers,
encore sur ce salon, comme sur beaucoup d'autres, d'accompagner sur nos stands près de 20 entreprises pour les mettre toujours un peu plus en avant. Voilà pour ces quelques mots introductifs. Merci à tous finalement d'être si actifs sur ce domaine qui, je le rappelle encore une fois, si je n'avais pas été assez clair, fait vraiment partie de l'axe stratégique de la politique économique de notre région. Merci beaucoup et bons échanges, bons travaux, bonne journée, bon salon à tous. Merci. Est-ce que ça fonctionne ? Il fonctionne ? Merci Jérôme, et merci encore une fois à la région pour son soutien. Il reste, pour ceux qui sont dans l'allée là-bas, quelques fauteuils de libre si vous voulez vous asseoir, un peu éparpillés dans la salle. Je laisse maintenant la parole à Anne-Sophie Belèche et à ses intervenants pour la plénière. Bonne conférence. Merci. Donc bonjour, bienvenue à tous. Donc nous allons passer du local à l'international en élargissant un peu la focale pour parler effectivement de géopolitique de la tech et de la place de l'Europe dans cette course qui est lancée autour du numérique. Donc moi je m'appelle Anne-Sophie Belèche, je suis rédactrice en chef du magazine L'Usine Nouvelle. Pour ceux qui connaissent, c'est un magazine qui suit et peut-être qui essaie d'éclairer un peu la vie de l'industrie. Vous le trouverez d'ailleurs, il est distribué je crois sur le salon. Et c'est drôle, mais ce n'est pas voulu. Mais notre grand dossier de une ce mois-ci est sur les câbles, qui sont la clé, les grands câbles qui sont la clé des transitions numériques et électriques. Et d'ailleurs, vous y retrouverez un entretien avec Ophélie. Pur hasard. Donc je vais pas vous faire une longue introduction. Je vais juste noter 2 faits qui sont arrivés cette semaine. Un aux US, un en Europe. Aux États-Unis, la construction de data centers est en train de dépasser la construction des bureaux dans le tertiaire. Donc je pense que c'est un élément assez intéressant, un signal faible à noter. Et côté européen, c'était hier les 1 an du rapport de Mario Draghi sur la compétitivité. Et qu'est-ce qu'il nous a dit Mario Draghi ? Il a fait un bilan un peu contrasté de où en était l'Europe. Et il notait qu'en 2024, les États-Unis avaient créé 40 grands modèles de fondation, la Chine 15 et l'Union européenne 3. Bon, il avait les chiffres 2024, il n'avait pas ceux 2025, ils ne sont pas arrivés. Voilà. Maintenant, je vous présente nos différents invités, qui sont d'univers assez variés, comme vous allez le voir. Donc, Ophélie Coelho est chercheuse. Elle est auteure d'un livre sur la géopolitique du numérique, l'impérialisme à pas de géant. C'est également une praticienne du numérique, puisqu'elle a été développeuse, elle gère des projets numériques. À ses côtés, Arnaud Ponce, qui est délégué général du think tank Digital New Deal, qui est un think tank mais un doutant, qui vous expliquera ça aussi. À sa droite, Emmanuela Girardi, donc, qui nous arrive en direct de Turin et qui dirige l'ADRA, qui est une association sur l'IA, la data et le robotics, qui est partenaire de la Commission européenne. Encore à côté, Olivier Cazoulot, on est toujours dans le sud, votre société est à Aix-en-Provence, qui est vice-président de Numéum, qui est le syndicat du numérique, et qui a fondé la société NetSystem, société de conseil en numérique. Et encore à côté, alors je vais essayer de bien le prononcer, Anoushika Stanislaus, qui, elle, travaille au secrétariat général à l'investissement, donc qui est un service auprès du Premier ministre. Ça tombe bien, on en a un de nouveau là cette semaine, et qui s'occupe en fait du programme France 2030. Et elle est conseillère numérique, je vais me tromper, data, technologie immersive, c'est ça à peu près. Voilà, donc merci beaucoup à eux d'être là. Donc, une première question que je vais lancer un peu à tous nos intervenants, et chacun peut répondre un peu de sa fenêtre, en fait, de ce qu'il voit, plutôt sur le diagnostic, IA, robotique, data. Comment est-ce que vous voyez, quel est votre diagnostic du retard européen, puisque c'est ça notre point de départ un petit peu, dans quel domaine le continent est vraiment distancé, sur lequel il y a encore une carte à jouer. Je vais commencer par Ophélie, qui est à mes côtés. Merci beaucoup pour cette invitation et cette présentation. Donc, c'est vrai qu'on parle beaucoup de retard de l'Europe et du coup de nécessité à rattraper quelque chose. Je pense qu'il faut peut-être repartir de ce vocabulaire, justement sortir un peu de ce vocabulaire qui nous met dans une compétitivité, dans un esprit de compétitivité qui est une logique uniquement de compétitivité sur le marché.
Et du coup, très souvent, on va nous dire que la solution, c'est de créer des géants européens pour que ces géants européens, qui sont donc à ce moment-là cotés en bourse, puissent du coup être compétitifs vis-à-vis d'autres géants. En fait, moi je pars d'un autre point de vue, qui n'est pas forcément celui de l'économie de marché. Hein, je ne dis pas des gros mots, je dis juste un avis en fait, hein, lié à ce que j'ai pu analyser à la fois sur le terrain, mais aussi sur les enjeux géopolitiques aujourd'hui et la position de l'Europe. Si on part de ce point de vue-là, on ne prend pas en compte le fait que dans le numérique, l'idée n'est pas forcément d'avoir des géants pour pouvoir devenir importants dans le numérique, mais c'est de posséder des nœuds de dépendance importants sur la chaîne de fabrication, de fonctionnement, etc. Donc la stratégie que doit certainement prendre l'Europe, plutôt que d'être dans cet esprit de géant européen, c'est de cibler du coup vraiment des nœuds de dépendance importants, déjà dans un premier temps, et ensuite de pousser et de créer, si on n'a pas, mais on a déjà beaucoup de choses, des technologies qui nous permettent de nous protéger. Donc des technologies pour l'éducation, la sécurité, la mobilité, etc., etc. Donc il y a deux axes, en fait, je pense, en Europe sur lesquels il faut qu'on pousse, sans forcément rentrer dans cette idée de retard, de rattrapage, etc. Vous pouvez prendre l'autre micro, comme ça je peux garder la maîtrise des temps de parole. Merci beaucoup pour l'invitation, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Oui, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Et effectivement, je pense qu'il faut faire un pas de côté et éviter d'avoir une confrontation totalement frontale avec les géants du numérique, parce que sinon, c'est tellement intimidant qu'à un moment donné, on ne sait pas comment avancer. On est face à une situation qui est assez unique. C'est vrai que sur le volet du numérique, on a une poignée d'entreprises qui ont vraiment trusté toute la valeur, et ça pose des questions structurantes pour l'Europe. Et c'est vrai que revenir à l'esprit originel de ce qu'est le numérique et Internet, quelque chose de très décentralisé, est une façon de réfléchir. Parce que, en fait, si on n'a pas de GAFAM, par exemple, en Europe, ça s'explique par plusieurs façons. Il y a effectivement une question de moyens. Il y a un ratio de 1 à 7, 1 à 10 entre les niveaux d'investissement européens et français, européens et américains. Mais il y a aussi le fait qu'au niveau européen, on n'a pas joué ce qu'on appelle l'effet de réseau. Je prends toujours cet exemple. Il y a un seul géant européen, un big tech européen. Est-ce que vous savez lequel c'est en Europe? Est-ce que quelqu'un a la réponse dans la salle? Il y a un big tech. SAP, la bonne réponse de monsieur. C'est une bonne réponse. C'est pas celle que j'attendais, mais on peut la considérer comme une très bonne réponse. C'est Spotify, qui est vraiment considéré comme un big tech. Et pourquoi? Parce que Spotify s'est dit, notre métier, c'est peut-être la meilleure plateforme d'audio streaming, mais c'est d'être un réseau social de la musique. Et ce qui fait que lorsque Apple Music et les concurrents sont arrivés, les gens n'ont pas quitté Spotify. Parce qu'ils ne voulaient pas perdre leur playlist, ils ne voulaient pas perdre leur playlist, etc. Donc, pour revenir sur le point, il y a deux choses en fait face à cette concurrence des géants. Un, la régulation, c'est un gros mot que les gens n'aiment pas. On y reviendra peut-être, on est sur le diagnostic dans un premier temps. Donc j'arrête là pour le voilà, diagnostic. Passez la parole à Manuela. Merci. Donc votre diagnostic, puisque vous êtes... Merci, bonjour à tous. J'espère que vous comprenez mon français. Je lui dis que c'est pas trop bien, mais il m'a dit il faut pas parler trop vite et je vais essayer. Alors si quelqu'un ne comprend pas, je vais voir, fait comme ça. Alors, je pense qu'on a vraiment un très grand retard aujourd'hui. Et je suis désolée, mais il faut le dire, c'est trop grand aujourd'hui. Et comme Mario Draghi l'a dit hier, après un an, le retard c'est encore plus grand. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Et je pense qu'on est beaucoup fragmenté en Europe et il y a beaucoup de choses dans lesquelles on est en retard. Mais les deux les plus grands, je pense qu'ils sont les investissements privés. Et la Chine et les États-Unis, ils ont mobilisé des sommes colossales. Et la semaine passée, vous avez vu la dîner avec Trump, avec les CEO de Tech Company, et ils ont mis sur la table 3 000 milliards
d'euros, de dollars d'euros. Mais ça, c'est une somme incroyable, c'est trop grand, on ne peut pas arriver. Même si on va faire quelque chose, tous les États européens unis, on ne peut pas arriver à mettre dans la table 3 000 milliards d'euros. C'est trop grand. Et la Chine aussi, ils sont en train de développer des modèles d'intelligence artificielle qui sont aussi très compétitifs et très performants. Et alors aujourd'hui, je pense que les investissements privés sont vraiment nécessaires pour la deuxième chose, que c'est la scalabilité, où on est vraiment faible aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment avoir des gens, je comprends ce que vous avez dit, mais il faut avoir des gens dans l'intelligence artificielle. Et en Italie, en Europe, on n'a pas beaucoup. On a seulement un en France, un qui est un peu plus petit en Allemagne et un en Finlande. Et ça, ce n'est pas suffisant. Des gens, vous voulez dire des entreprises? Oui, des géants. Ah, pardon, des géants, excusez-moi. pardon, des géants. Des Oui. géants. Merci. Voilà. Et il y a Mistral, Alefalsa et en Finlande, c'est qui alors, selon vous? Et en Finlande, s'appelle, je ne me souviens pas, on va le retrouver. Je vais le dire. C'est une société qui vient d'être achetée par AMD, la société américaine, et Silo AI. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais on a aussi des points de force en Europe, et alors il faut agir sur les points de force qui sont, on a une tradition de robotique industrielle dans l'automation industrielle et manufacture, on a un tissu manufacture, et ça c'est très important. On a une excellence dans la recherche scientifique, et ça aussi c'est important. Et le troisième thing, c'est qu'on a c'est qu'on a une vision humaniste, et je pense que ça aujourd'hui c'est plus important que les autres choses. Alors on faut vraiment partir de ces trois choses-là. D'accord. Olivier Casulot, donc vous avez votre point de vue micro auprès des entreprises que vous côtoyez. Quel est votre diagnostic, vous? Ça ne fonctionne pas? Il ne marche pas celui-là. Vous avez ouvert le bouton ou pas? Ça marche? Oui, Parfait. ça fonctionne. Voilà. Je suis également ravi d'être là. Merci de votre invitation. Alors, les premiers ministres se succèdent quand même ces derniers mois. Et le précédent donc, a dit qu'on était ensevelis. Alors, je ne parle pas du même sujet, bien sûr, mais oui, on est ensevelis. On est ensevelis par les deux bords, c'est-à-dire que côté US et côté chinois, nous sommes ensevelis par des technologies qui nous ont largement dépassés et qui ont pris des parts de marché incroyables, quoi qu'on en dise. Alors, pour autant, je pense qu'effectivement, on n'est pas là pour sombrer dans le défaitisme, mais la question posée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? A-t-on des problèmes de talent en Europe? Certainement pas. A-t-on des atouts? On en parlera certainement. Vous prenez nos chercheurs en matière d'ordinateurs quantiques. On a des physiciens de très haut niveau, de très haut rang, qui, sur la place mondiale, peuvent rivaliser avec n'importe quel interlocuteur chinois ou américain. On n'a pas de problème de talent. A-t-on des problèmes de taille de société critique? Non. Le numérique, ce n'est pas des boîtes à outils comme ça qu'on achète de gré ou bon gré, mal gré. Ce sont aussi des solutions que l'on intègre. Et on a des ESN de taille mondiale, d'origine française pour beaucoup d'entre elles, qui existent et qui sont là. Ce dont on manque, c'est ce dont vous parlez, madame, c'est d'un cadre propice à l'économie, en fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression toujours de rougir de l'argent. Vous parlez de sommes astronomiques qui sont investies. Prenons simplement le lobby des Américains pour lutter contre les lois que sont en train de mettre en Europe les Européens pour se protéger, et on y reviendra. C'est 100 millions de dollars de lobby. C'est même pas c'est le résultat que n'arrive même pas à faire OVH Cloud, qui est le seul acteur de taille européenne capable aujourd'hui d'agir. Est-ce qu'OVH Cloud pourrait rivaliser avec des clouds publics américains et des hyperscalers américains? Et bien sûr que oui. Encore faudrait-il que nous lui passions des commandes. Encore faudrait-il que les Européens s'unissent au sein d'un marché qui favorise tout simplement les sociétés d'origine européenne. Donc le diagnostic, il est là, il est quand même assez violent et je crois qu'il ne faut pas faire d'angélisme. On peut réagir, oui, mais il faut une réaction politique d'abord. Alors, Anouchika, vous êtes au secrétaire d'investissement un élément de stabilité dans le petit léger chaos politique que l'on connaît, puisqu'il y a quand même de la continuité sur France 2030. Donnez-nous un peu quel est le diagnostic fait par la Direction générale des entreprises et la haute administration.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Je ne sais pas si on m'entend bien. Oui, Cool. super. Mettez bien contre votre. Oui, super. Merci infiniment de l'invitation. Effectivement, je vais peut-être aller à l'encontre un peu de ce qui vient d'être dit, même si je partage complètement tous les constats qui ont été étayés. Mais c'est vrai que nous, on a tendance, au sein de France 2030, à se focaliser sur le narratif beaucoup plus victorieux, entre guillemets, de ce qui se passe de manière positive sur notre territoire. L'Europe, effectivement, accuse un retard, mais il faut qu'on inverse le narratif. Aujourd'hui, l'Europe dispose d'atouts considérables. On a, par exemple, ST Microelectronics, qui reste l'un des acteurs majeurs de la filière. L'UE est quand même dispose de environ un tiers des entreprises en quantique dans le monde et près de la moitié des ressources logicielles et matérielles sur les ordinateurs quantiques. Et puis bien sûr, là je vais mettre un pavé dans la mare, mais on a Mistral, et Mistral, aujourd'hui, c'est 1,7 milliard. On a parlé d'investissements qui n'étaient pas à la hauteur de ce que fait les États-Unis, mais je dois rappeler que Mistral a levé en à peine un an 11,7 milliards d'euros en à peine un an, ce qui est beaucoup plus que ce qu'a fait OpenAI avec Microsoft. Mais effectivement, c'était une levée de 10 milliards, mais sur plusieurs années et plusieurs tours. Et donc, la dernière, on peut dire que c'était quand même un acteur européen, ASML, le fabricant de machines qui a mis au pot. Exactement. Et donc l'arrivée d'ASML sur la captable de Mistral est un élément extrêmement important pour nous, Européens, puisque à deux égards. La première, c'est que ça consolide la chaîne de valeur européenne. Aujourd'hui, vous pouvez nous rappeler ce qu'est ASML, peut-être Oui. Alors c'est une entreprise, c'est la seule entreprise européenne aujourd'hui qui dispose d'une souveraineté. Donc en gros, l'Europe sur la chaîne de valeur de l'IA, qui est extrêmement complexe et intriquée, ASML est le seul acteur disposant d'un monopole sur la lithographie. Donc c'est une machine qui grave sur les puces tous les éléments nécessaires pour aujourd'hui faire les modèles d'IA. Les puces avancées, en fait. Les puces avancées, exactement. Et donc ce que je veux dire par là, c'est qu'avec ce partenariat, on consolide la chaîne de valeur, on permet à deux acteurs européens de faire face à des commandes internationales et bien sûr aussi d'accélérer l'innovation parce qu'effectivement ASML va utiliser les modèles d'IA pour aller beaucoup plus vite, pour réduire les délais, pour développer un véritable avantage compétitif sur la filière. Et ces synergies industrielles, notamment sur l'aspect R&D, ça permet encore plus d'intégrer les cas d'usage et d'être au plus près de l'industrie. Et ça, c'est extrêmement important pour nous. Ça crée un vrai différentiel sur la résilience industrielle pour nous. Merci beaucoup. Donc, je vais peut-être poser des questions plus particulières à chacun, puisque vous avez tous des connaissances très larges dont on aimerait profiter. Je vais commencer par Emmanuela Girardi, parce que vous m'avez dit que vous êtes allé en Chine récemment. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce que vous aviez vu en matière de production de l'IA générative et aussi de l'IA physique? Vous m'avez parlé de l'IA physique, en gros de la robotique, c'est ce que j'ai compris. Oui, merci. Alors, je dois dire que j'étais très impressionnée par les choses que je vois en Chine. Si les Chinois voulaient m'impressionner, ils ont réussi, je dois dire. Parce que, surtout sur la robotique, j'ai vu des robots qui faisaient des choses vraiment incroyables dans les différents domaines. Par exemple, dans la maison, on l'appelle les tâches ménagères, qu'ils faisaient la vaisselle, qu'ils nettoyaient, qu'ils préparaient les vêtements, ou dans les bars, dans les hôtels, les concierges robotiques, ou même dans les applications industrielles. Par exemple, j'ai vu des robots qui étaient en train de nettoyer, on dit comment, les citernes dans les portes. Et je pense que c'est vraiment incroyable, toutes les différentes zones dans lesquelles ils sont déjà en train d'utiliser les robotiques. Et ces systèmes sont encore
pas dans la société, ils sont en phase de test, mais je pense que la vitesse dans laquelle ils sont en train de les développer et aussi les différentes utilisations qu'ils sont en train de faire, c'est vraiment incroyable. Et alors, il faut vraiment poser des attentions parce que ces robotiques, ils vont arriver en Europe très vite, je pense. Ils ne sont pas, comment dire, robustes, ils ne sont pas sécures aujourd'hui, mais ils vont arriver. Et ça, je pense que c'est très critique. Et l'autre chose que j'ai vu, que si je pense dans l'IA génératif, c'est vous savez qu'il y a au début des années, de cette année, il y avait le modèle DeepSeek qui arrivait et dans le même jour, les actions de Nvidia, ils sont tombées de 500 billions d'euros dans le même jour. Et aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de modèles d'intelligence artificielle comme DeepSeek au plus performants. Par exemple, il y a Kimi 2 de Moonshot. Il y a, quand j'étais là, il est sorti Z1, qui est aussi très performant. Et il y a quelques jours, il y a le nouveau modèle d'Alibaba qui s'appelle Qwen 3. Et ils sont très performants, beaucoup plus performants que beaucoup de modèles américains. Et ils sont beaucoup moins chers. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont arriver en Europe et ils sont moins chers que les autres modèles qu'on a déjà là et plus performants. Alors, je pense que ça, c'est très critique aujourd'hui. Il faut vraiment penser à des solutions pour éviter qu'on a un dumping des modèles d'intelligence artificielle ou de robotique chinois. Il faut développer, comme elle vient de dire, des solutions qui sont vraiment européennes. Merci. Je vais passer la parole à Ophélie, puisqu'on a parlé un peu de software. Vous vous êtes penché sur les questions des infrastructures qui sont clés aussi. Est-ce que vous pouvez nous résumer un peu la stratégie des géants américains de la tech et aussi de leur relation au pouvoir politique, qui est parfois un peu ambivalente? Oui, alors j'aimerais juste préciser avant cela, avant de répondre, sur le fait que moi, de mon côté, je m'intéresse en fait à ce que représente la technologie comme levier de pouvoir. Donc du coup, je vais partir du principe qu'une technologie va être pas forcément plus innovante qu'une autre. C'est pas dans ces termes-là, mais plutôt qu'est-ce qu'elle représente comme capacité d'action, après comme capacité de négociation pour l'entreprise ou pour l'État derrière. Donc une approche qui permet de l'ancrer dans une dimension géopolitique. Et effectivement, je m'intéresse conjointement au logiciel et à l'infrastructure matérielle et à l'infrastructure logicielle, hein, parce que bon, voilà, l'infrastructure est aussi logiciel. Il y a toujours du logiciel dans l'infrastructure. Et aujourd'hui, la stratégie, plutôt côté américain, c'est le modèle. Voilà, le modèle de la plateforme, vous le connaissez, mais on pourrait aussi parler de plateforme matérielle, puisque suite à la plateforme logicielle, finalement, on a aussi une plateforme matérielle qui se territorialise avec, comme vous avez pu le voir, un certain nombre de centres de données qui pullulent un peu partout, qui permet de décentraliser des services qui au départ étaient plutôt des services globaux, concentrés aux États-Unis. Petit à petit, on va avoir des briques de services un peu partout dans le monde, comme vous le savez. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont indépendants du cœur du cloud. Le modèle du cloud, c'est le modèle Borg. Hein. C'est-à-dire tu as un Borg et puis tu as les Borglets. Donc tu as une architecture en fait cohérente qui ne peut pas fonctionner sans le cœur, qui lui, de toute façon, reste dans les centres de données aux États-Unis. Il ne faut pas se leurrer quand même sur ces dimensions-là. Bref, donc le modèle, c'est quoi, du coup, pour les grandes entreprises américaines aujourd'hui? Eh bien, ça va être effectivement d'ancrer sur les territoires, de territorialiser leur technologie avec plusieurs objectifs. Ils ne territorialisent pas n'importe comment. Ils vont territorialiser généralement le traitement des données. Donc, c'est là, en fait, où on va faire chauffer du silicium, hein, d'ailleurs. Donc, c'est pas pour rien que l'Europe est intéressant et que la France est intéressant avec son nucléaire. Hein. Et c'est tout à fait cohérent avec le développement de réseaux de l'énergie mondiaux. Hein, quand on regarde les briques en fait s'assembler, les réseaux de câbles se développent énormément en termes de télécommunications, mais on a aussi les câbles énergétiques qui se développent énormément avec des liens transcontinentaux qui sont en projet ou en construction. Il faut mettre ça sous forme de système en fait, quand on pense aux technologies, au développement des technologies, avec un désir côté chinois de faire un peu la même chose tout en gardant la main sur leurs géants. Et c'est là où la dimension politique arrive, avec deux visions extrêmement différentes. D'un côté, la Chine qui veut garder en fait sous contrôle ses acteurs et qui du coup généralement sectorialise les technologies. Ceux qui sont dans le télécom restent dans le télécom, ceux qui sont dans le logiciel restent dans le logiciel, sauf certains acteurs
comme Huawei par exemple, qui lui a un petit carton vert de la part du parti État et d'autres entreprises de ce type. Et côté américain, il y a un peu une perte de contrôle qui est... Bon, je suis désolée de redire un gros mot, surtout pour certains qui vont se dire « Ah, mais ça y est, forcément, elle parle d'impérialisme et d'économie de marché, donc elle est forcément voilà, contre mes opinions. » Bon, en fait, je parle d'économie de marché pour dire qu'en fait, la finalité de l'économie de marché, de manière organique et naturelle, c'est de produire des géants qui grossissent de plus en plus, qui concentrent de plus en plus de richesses et de technologies. En fait, globalement, c'est ça. Et du coup, forcément, c'est une concentration de pouvoir. On sait bien que argent, technologie apportent du pouvoir. Les États-Unis sont là-dedans, en fait, dans ce récit-là, entre des big tech qui sont devenues extrêmement puissantes, qui veulent continuer à s'acoquiner avec l'État parce que c'est beaucoup d'argent, et qui vont le faire parfois à l'encontre de leurs propres opinions politiques. Comme vous avez pu le voir, il y en a certains qui retournent leur veste assez facilement d'une année à l'autre, d'autres qui continuent, voilà, qui jouent, qui profitent du Trumpisme pour passer des idées d'extrême droite. Donc en fait, ils ne sont pas tous d'extrême droite, les gens de la tech. Simplement, leur pouvoir, le fait qu'on ait laissé ces personnes-là prendre beaucoup de pouvoir, nous expose en fait, à leurs idéologies, qui peuvent être des idéologies, désolé, de personnes pas forcément très cultivées, pas forcément... Voilà, ils sont peut-être très bons dans certains domaines, surtout dans le management et dans l'économie de marché, mais franchement, je pense qu'ils ne tiendraient pas un débat philosophique ou même politique, je veux dire réellement, sans vouloir être méchante vis-à-vis d'eux. Bref, j'arrête là. Mais grosso modo, voilà, c'est cette idée de système, et tout en considérant toujours que la technologie est liée au reste. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de protection des sociétés et de nœuds de dépendance. Ben oui, parce qu'en fait, faut pas perdre faut quand même pas perdre le point de départ, qui, pour les sociétés, hein, en fait. L'idée, c'est pas de concentrer la richesse et le pouvoir auprès d'une minorité d'individus, en fait. C'est de faire en sorte que la technologie, les modèles de technologie servent les sociétés. Voilà. C'est parfait, vous nous faites une transition toute trouvée avec Arnaud Ponce. Vous avez travaillé justement sur un indice de résilience numérique qui met un peu en lumière les dépendances, en fait. C'est ce que j'ai compris. Vous pouvez nous en parler, nous dire à quoi ça sert? Tout à fait. Et peut-être avant de répondre, j'aimerais rebondir. Ouais. C'est que il y a une pensée libertarienne aux États-Unis, et c'était très bien décrit entre la pensée chinoise et américaine. En fait, le numérique est un sujet hautement politique, avec une vision très politique. Et l'Europe doit être consciente qu'elle doit elle aussi avoir une vision politique du numérique, surtout qu'elle a de nombreux atouts. Et ça a été dit, notamment les deux énergies qui servent en fait à nourrir le numérique, qui sont l'énergie physique, c'est-à-dire en l'occurrence grâce au nucléaire en France, on a un avantage compétitif, et l'autre énergie, la principale, qui est la donnée. C'est-à-dire qu'en Europe, on est un peu le pays du Golfe du XXe siècle. Au XXe siècle, on est assis sur un gisement qui s'appelle les données, et le croisement des deux fait qu'on a potentiellement un avantage compétitif. On a un petit problème sur l'électricité, enfin, c'est pas encore résolu. On a un petit problème sur l'électricité quand même. Moins que les autres, apparemment. Sur les autres, mais en France. On a quand même un avantage compétitif avec le nucléaire. D'où le plug, baby plug d'Emmanuel Macron, voilà, qui était une formule qui essaie de résumer un peu. Pour répondre à la question, effectivement, par rapport à répondre à la question de l'équilibre des forces, il faut être déjà conscient de quels sont nos niveaux de force. Et on a un problème d'objectivation, en fait. C'est-à-dire que le constat que l'on a fait, nous, Digital New Deal, c'est que sur ces enjeux de souveraineté numérique, notamment, on a un problème, c'est qu'on n'a pas assez de chiffres. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé... Juste un instant, vous avez dit qu'il y a deux visions qui s'affrontent, la vision américaine libertarienne, la vision chinoise plus dirigiste, et vous n'avez pas donné la vision européenne. La vision européenne, c'est cette troisième voie numérique, voilà, qui fait que le droit, l'état de droit et les valeurs humanistes doivent guider toute la pensée politique autour du numérique. C'est quand même assez structurant parce que c'est entre ces deux visions, on doit défendre nos valeurs. Ouais. Pour répondre à la question de l'indice, ouais, on a lancé avec Madame la ministre Clara Chapaz, Olivier Sichel, qui est le fondateur du think tank, qui est DG de la Caisse des dépôts, et une dizaine de chefs d'entreprise, un indice de résilience numérique qui est adressé aux entreprises. Qui concrètement, aujourd'hui, on a un problème de dialogue entre les DSI et les COMEX.
les boards, les COMEX s'intéressent à 2 sujets en général, c'est la cybersécurité et l'IA, et puis tous les autres sujets passent un peu à l'as. Et comme justement depuis le 20 janvier et l'arrivée de Trump, on voit bien que les choses se tendent, et donc les entreprises doivent réfléchir à des plans de résilience, c'est-à-dire c'est quoi mon niveau de dépendance par rapport à mes différents fournisseurs, c'est quoi mes plans B, c'est quoi Et donc on est en train de mettre en place cet indice, qui est une douzaine de critères, qui a vocation à donner une photographie globale de la situation des dépendances technologiques des organisations, pour pouvoir, en fonction de ça, faire des arbitrages. Typiquement, sur ce sujet-là, je suis dépendant d'un acteur étranger, mais je l'assume. En revanche, sur tel autre sujet, c'est hautement stratégique, je dois imaginer un plan B, c'est quoi ma stratégie? Et donc cet indice sera anonyme, c'est pour que les entreprises, c'est vraiment un outil de gestion des risques. Et ces données seront anonymisées pour nourrir un baromètre de souveraineté numérique au niveau national. Et donc, les entreprises pourront le faire elles-mêmes ou faudra qu'elles fassent appel à des consultants qui vont leur coûter des milliards de dollars pour comprendre comment ça se passe? Bonne question, c'est en 2 temps. Il y a une partie d'audition interne, puis après des auditeurs externes qui viennent challenger et valider les notes. Et on est en train de monter en place une association de droit européen qui a vocation à devenir une fondation pour que ce soit un commun numérique open source, pour que justement les coûts soient maîtrisés et que ce soit accessible le plus possible aux entreprises. Et on pourra présenter ça à son PDG au COMEX, ça sera simple, il va tout comprendre. C'est le but, c'est qu'effectivement ce soit un discours, un dialogue simple au sein de l'entreprise. D'accord. Ok. Alors Olivier Cazulot, excusez-moi de vous réveiller. Je ne suis pas Il du est tout endormi. pensif, Olivier. Je suis absorbé par la qualité des échanges. En fait, donc, vous soulevez aussi des enjeux de souveraineté. Donc, oui. Qu'est-ce qui manque aux acteurs du numérique pour se développer en France? En fait, ce qui manque, moi, ce que j'entends aujourd'hui sur ce plateau-là, c'est qu'en fait, on est tous. Ça marche ou pas? Oui, très bien. Vous m'entendez ou pas? Très bien. Parce que je ne sais pas qui est endormi ici. Hein. J'ai le sentiment qu'on est tous d'accord, en fait. On a chacun, bien sûr, des caractéristiques et des spécificités différentes, mais on est tous d'accord. Est-ce qu'on est en retard? Est-ce qu'on se fait dépasser? J'ai le sentiment qu'on est à peu près d'accord de dire oui. Est-ce qu'on a des atouts? Est-ce qu'on a évidemment des facteurs différenciants? Évidemment qu'on en a, heureusement. Et on n'a pas attendu les Américains pour innover dans le numérique en Europe. Est-ce que face à ça, on a une troisième voie européenne? Eh bien, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Arnaud. On a quand même ici, quand on voit sur le territoire, pardonnez-moi, au niveau de la surface de la Terre, ce qui est en train de se passer, on a encore un sentiment de démocratie qui semble exister, je le souhaite de tout mon cœur, en Europe. On peut se poser des questions sur les autres côtés dont on parle depuis tout à l'heure. Et ça, c'est quand même un facteur de différenciation fort. Le citoyen, l'individu, il compte, il a un droit souverain et l'Europe entend le préserver. C'est quand même hyper différenciant et fort. Donc, on a des atouts, on a des challengers, on a un facteur différenciant. Qu'est-ce qui nous manque? Ben, il nous manque, pardonnez-moi, des commandes. Vous savez, une entreprise, c'est simple. Hein. On peut philosopher 10 ans, j'adore philosopher. Mais le rythme d'une entreprise, c'est chaque année. Et donc, si on veut être capable de durer dans la compétition mondiale qui est là, qui s'est installée, ben, il faut que nos entreprises puissent se développer, tout simplement. Et pour ça, il faut des commandes, il faut des contrats. Je voulais vous demander, j'ai vu que vous aviez créé une équipe de France du numérique récemment. Je vais y venir. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'il faut en être? Donc, des contrats, des commandes, flécher la commande des industriels, la commande publique, avec des acteurs de taille européenne, pour que nous puissions exister. Alors, peut-être sans avoir l'ambition de créer des mastodontes dont vous avez parlé tout à l'heure avec talent Ophélie. Effectivement, on en atteint les limites, mais il ne faut pas non plus avoir d'angélisme face à eux. Et si on veut boxer sur le même territoire et exister, il va falloir que nous ayons les capacités de jouer avec les mêmes forces. Je reviendrai donc sur un sujet qui nous est cher au sein du syndicat du numérique, c'est que nous avons aussi en France une particularité qui, j'ai le sentiment, existe aussi en Europe, c'est nous aimons bien les villages. Nous avons chacun notre coq sur notre village. Alors, il y en a des bleus, il y en a des rouges, il y en a des verts, chacun a son coq, chaque coq raconte son histoire. Si nous continuons à parler de cette façon-là,
à avoir chacun un avis sur les sujets et à répéter chacun les uns les autres les mêmes thématiques en pensant que nous avons plus que le voisin la bonne parole, à notre avis, on est foutu. Donc effectivement, on a l'ambition de créer une force commune qu'on a appelée l'équipe de France du numérique, j'espère demain l'équipe d'Europe du numérique, pour que nous parlions enfin d'une seule voix face à ces enjeux-là. Donc nous allons chercher toutes les bonnes volontés, nous allons chercher tous les acteurs dans les clusters, dans les territoires, dans les associations, dans les différentes organisations qui pullulent de toutes bords et de tous côtés pour parler d'une seule voix et exister, parce que parler de souveraineté avec une vision nationaliste, il faut que ça s'arrête. D'accord. Donc vous allez parler au pouvoir public, en l'occurrence peut-être au service de Anouchka. Par exemple. Qui peut-être, elle peut nous dire, en fait vous gérez déjà de nombreux appels à projets, enfin le France 2030 est assez actif. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ceux que vous soutenez, ceux qui sont intéressants pour l'industrie, voilà, ceux qui pourraient faire la différence? Oui, complètement. Merci beaucoup. Alors nous, ce qui nous anime au quotidien, donc l'objectif de France 2030 sur le plan de la souveraineté numérique, c'est de disposer d'au moins une solution fonctionnelle numérique, donc c'est-à-dire qui permette d'avoir les garanties suffisantes de protéger nos actifs. Donc typiquement, éviter que nos données de santé se retrouvent sur les serveurs de Microsoft qui sont soumis à des lois extraterritoriales. Donc c'est notre objectif, c'est de faire en sorte que nos clouders, parce qu'on en a et qui sont extrêmement performants, OVH, Scaleway, Outscale, etc., puissent monter en maturité sur les briques qu'ils disposent pour pouvoir répondre à tous les besoins de notre écosystème. Donc ça, c'est un vrai objectif. Et pour cela, nous, au même titre que les activités de mes collègues, au sein de l'État, on essaie d'établir nos priorités en élaborant des outils. On a des cartographies qui nous permettent de voir où sont nos dépendances, donc un peu au même titre que l'indice d'Arnaud. Et on se dote de moyens institutionnels. Aujourd'hui, France 2030, c'est 54 milliards d'euros, dont 39 milliards investis. Et il y a une vraie volonté du secrétaire général pour l'investissement, par exemple, de faire en sorte que l'intégralité des projets ait une composante IA. Alors, ce n'est pas du AI washing, ce n'est pas cocher une case et faire en sorte qu'un projet ait de l'IA et puis on le finance. Non, c'est beaucoup plus structurant et ambitieux. On a cette conviction que l'IA est un différenciateur et un accélérateur sur tous les objectifs de France 2030. Donc, il s'agit de créer des réacteurs nucléaires innovants, ou l'agriculture, ou la santé, etc. Et donc, pour cela, on essaie effectivement de développer notre propre technologie, d'avoir cette chaîne de valeur qui soit maîtrisée. Donc, je parlais de ASML et Mistral tout à l'heure. Un des atouts majeurs qu'il faut rendre compte, c'est qu'à la tête de ces deux entreprises européennes, c'est des Français. Et donc les talents, c'est une de nos forces. Et ce qu'on essaie de faire, donc on a dépensé 360 millions d'euros dans les IA clusters. Partout dans le territoire, on essaie de faire monter en compétences tous les jeunes, et aussi de la formation continue, faire en sorte que l'IA soit vraiment une priorité pour tous et toutes. Et bien sûr, faire en sorte qu'on puisse exercer son contrôle sur nos données. Donc ça a été dit par Arnaud tout à l'heure. On a vraiment besoin de régulation, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais on ne le voit pas du tout comme une empêcheuse d'innovation, la régulation, mais beaucoup plus comme un cadre dans lequel on s'insère pour créer de la rupture. Et ça me permet de pouvoir vous parler aussi d'un appel à projet qu'on vient de lancer, qui s'appelle Pionnier de l'IA, qui vise à financer des projets de rupture, donc des projets de R&D à fort potentiel dans tous les secteurs de l'économie. Et donc, on a 100 millions d'euros qu'on a réussi à obtenir de la part du cabinet du Premier ministre. Donc, c'est un vrai succès pour nous. Et on vous attend tous et toutes au rendez-vous. Madame 100 millions. Alors, vous avez parlé beaucoup je rebondis juste un instant, de technologie, de rupture, d'avancée. Mais est-ce que vous êtes en capacité de relayer des choses toutes bêtes? Par exemple, on a publié un article ce matin sur le site de l'usine Nouvelle de DataOne, qui est un opérateur de data center, qui a racheté 2 vieux data centers, qui veut monter en fait en gigawatts. Et il nous explique, il est furieux, parce que, en gros, il a besoin d'un câble et d'un transformateur, et RTE lui dit qu'il faut 3 ans. Il y a 1,5 km qui veut...
dont il a besoin là, pour ses data centers et c'est 3 ans en fait pour pouvoir augmenter la puissance de son data center. Est-ce que c'est des choses que vous prenez en considération au gouvernement? Enfin, ce qui... Effectivement, la Direction générale des entreprises pilote un groupe de travail mensuel sur lequel en fait, on donne la parole à tous ces porteurs de projets de data center pour rendre compte des éléments bloquants. Et effectivement, nous, côté France 2030, on finance les projets de R&D portés par ces data centers. Typiquement, on vient d'investir, et c'est breaking news parce que c'est pas encore sorti, mais 29 millions d'euros pour une entreprise qui s'installe à Bruyères-les-Châtelles et qui permettra de développer jusqu'à 80 mégawatts, donc pour Mistral notamment. Et donc ça nous permet justement de consolider toute cette chaîne de valeur dont je vous parlais, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on ne veut absolument pas que nos données tournent dans d'autres pays que le nôtre. Et donc c'est très important qu'on puisse aussi investir dans ces domaines-là. Et nous, particulièrement, c'est tout sur la partie environnementale. En fait, on a besoin... on n'investit pas dans les data centers à brûle-pourpoint. On est beaucoup plus sur la partie R&D et surtout sur la partie optimisation énergétique et environnementale. Des data centers moins énergivores, plus économes, etc. C'est le projet Éclairion de Mistral. Tout à fait. Merci beaucoup. Troisième volet, on a un peu parlé, on va peut-être aller un peu plus profondément sur le sujet. L'Europe, c'est quand même une puissance réglementaire en matière de numérique. Donc, elle a imposé un certain nombre de règles, le DSA, Digital Service Act, le DMA, Digital Market Act. La semaine dernière, le 12 septembre, est sorti le Data Act, entré en vigueur. Donc, cette volonté de régulation qui nous différencie des autres continents, finalement, est-ce que c'est une protection efficace, un frein à l'innovation, un levier de développement? J'aimerais bien vous entendre sur le sujet, voilà, si vous voulez répondre. Celui qui veut répondre. Ouais, je veux bien commencer. Je suis en général très très critique sur le droit du numérique européen, donc, mais je vais aussi en dire du bien. J'en dis souvent du bien quand même aussi, dans le sens où je trouve que c'est quand même très intéressant de pouvoir discuter à l'échelle européenne d'un certain nombre de sujets cœur, et je dirais par ailleurs que je trouve qu'il y a une forme de maturité progressive quand même sur des sujets un peu techniques qui étaient complètement passés sous les radars, voilà, ou en tout cas parfois volontairement passés sous les radars depuis une quinzaine d'années, et qui sont un peu plus pris au sérieux aujourd'hui, donc c'est intéressant. Bon. Malgré tout, on est quand même dans une position de client qui tente de contraindre à SAV, en fait, un service après-vente de nos fournisseurs de services. Donc, c'est toujours très compliqué, en fait, d'avoir les bons arguments et surtout de pouvoir faire valoir nos arguments quand on souhaite imposer voilà, un certain nombre de choses. Donc, on peut évidemment infliger des amendes. Mais en fait, ouais, on l'a fait d'ailleurs. On l'a fait. Bon, des fois on les annule, des fois ils les payent et ça représente pas grand-chose pour eux. Parfois ils acceptent un certain nombre de contraintes, mais ils le font toujours. Quand ils acceptent des contraintes techniques, ils transforment pas la totalité de leurs produits, ils restreignent un petit peu certains éléments du produit pour l'Europe. Enfin voilà, ça n'empêche pas ces entreprises-là de continuer à appliquer leur modèle commercial. Voilà. De quoi ? Ah oui, je parle. Oui, les grandes plateformes, de manière générale. De toute façon, c'est toujours les mêmes, grosso modo. Que ce soit réseaux sociaux ou très grandes plateformes pointées par le DSA et le DMA, grosso modo, c'est un peu toujours les mêmes sur lesquels on tape. Je pense que la régulation européenne devrait se doubler d'une ambition qui serait, et là-dessus je suis tout à fait d'accord avec Olivier Cazulot, qui serait en fait justement d'imposer un petit peu plus. Justement d'orienter réellement les commandes, que ce soit des commandes publiques ou privées, vers des acteurs européens. Ce serait intéressant de le faire. Pas en ciblant toujours les mêmes, mais au contraire en utilisant le maillage de PME qui fait la richesse de l'Europe en fait. Plutôt justement sortir un petit peu du logiciel du géant, ce serait aussi faire quelque chose qui est réellement décentralisé, pas dans un idéal de décentralisation, mais simplement parce que le numérique permet de le faire en fait. C'est pas comme l'aéronautique, le numérique permet de le faire. Donc, effectivement, on ferait mieux la régulation pourrait être là-dessus. Néanmoins, on a d'énormes faiblesses. Vous voulez qu'on oblige à acheter européen? Oui, je pense qu'on devrait faire. D'accord. Oui, totalement, oui. Je pense que clairement, on devrait inciter. Oui, mais je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter avec cette espèce de doxa très doucereuse de dire faut inciter. En fait, je pense qu'il faut quand même, à un moment donné,
diriger et diriger un petit peu durement en se disant on a 10 ans pour faire une transition technologique. Au départ, on va se faire huer par les entreprises qui vont dire mais vous vous rendez compte, vous nous laissez que 3 ans pour faire une transition technologique. Oui, bon, on va le faire de façon intelligente, il faut le faire sur certaines briques plutôt que sur d'autres, dans certains secteurs d'abord plutôt que sur tous. OK. Mais à un moment donné, il faut se lancer. Et il faut se dire qu'on a 10 ans. Vous voulez un Buy European Act numérique contraint, quoi. Oui, mais intelligent, ce Buy European Act. L'idée n'est pas de faire de la ventilation d'investissement, mais de cibler des briques. Juste un mot. Allez-y. Ça correspond à l'écosystème du numérique en France tel qu'il est. Hein. Nous, Numéum, c'est 2500 adhérents. Vous avez les plus gros, on ne va pas redire leur nom. Et vous avez 80% des adhérents, des autres, qui sont des acteurs dans les territoires. La moitié des adhérents sont dans nos régions. Et ces acteurs-là sont des petites entreprises, des entreprises de taille intermédiaire, des PME pour la plupart. Donc effectivement, si cet écosystème, et la richesse de cet écosystème, on ne lui donne pas la capacité de continuer à se développer, par exemple par ce que propose Ophélie, eh ben, demain il ne faut pas se leurrer. On reconcentrera uniquement des gros acteurs de taille nationale, européenne, mondiale, et on perdra cette richesse territoriale aussi. On en reparle, mais d'abord, je voulais vous écouter sur la régulation. Oui, je veux bien rebondir du coup faire répondre un peu à tout le monde. Je réponds à la question à la fin, mais dans le cheminement. C'est que à la question de l'achat public, de l'achat tout court d'ailleurs, pardon, la commande, buy act, peu importe le terme, on a un problème entre l'offre et la demande. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une demande, il faut qu'il y ait l'offre. Il y a de l'offre, il y a des acteurs de talent. Le problème que l'on a, on va dire les choses clairement, c'est sur beaucoup des aspects dont on parle, on a comme concurrents des hyperscalers, donc AWS, Azure, les offres de cloud des big tech, qui trustent le marché, vous connaissez les chiffres, plus de 80%, et qui sont en train d'enfermer les entreprises comme ils ont enfermé les consommateurs il y a quelques années sur B2C. Et ils ont la particularité de bundliser leur offre. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une offre hyperscaler, vous n'avez pas simplement pour l'hébergement, c'est très bien, c'est toutes les piles au-dessus qui ont de la valeur, data, IA, etc. Mais comme les offres sont bundlisées, liées, le problème que l'on a, c'est que lorsque demain vous faites un appel d'offres, les acheteurs, à un moment donné, c'est compliqué pour eux de composer avec plein d'acteurs français, s'assurer l'interopérabilité entre eux, savoir qui a le lead. C'est pour ça d'ailleurs que les ESN, les intégrateurs, font autant d'argent, c'est qu'ils compensent ça. Mais on a peu arrivé au bout de l'exercice. Et donc il faut débundliser les offres d'hyperscalers et pousser les écosystèmes à coopérer. Et c'est ça que fait le GPI. Et c'est là où l'État stratège a un rôle très important, et c'est ce qu'il réussit avec les milliards qu'il distribue intelligemment, parce que justement, ils ont cette clé de lecture, et ils poussent les acteurs à coopérer. Les 2/3, peut-être même plus, des appels d'offres du GPI ont comme condition sine qua non de pousser à ce que les écosystèmes coopèrent. Ce n'est pas un acteur seul. Mistral, c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est une exception. C'est génial d'avoir une exception, c'est génial d'avoir un champion comme ça. Mais même Mistral, la façon dont l'État le pousse, je ne sais pas si c'est Mistral qui pousse l'État ou l'inverse, peu importe, mais en tout cas c'est productif, Mistral est en train de prendre même cette place de locomotive de filière. Et ne se contente pas simplement d'être un acteur et de répondre juste à son périmètre, il a compris le rôle qu'il avait par rapport à l'écosystème, et c'est ça ce qui est intéressant. Donc, la clé, c'est la coopération, et la coopération basée sur la régulation. C'est là où je prends le point de départ. C'est là où on reboot. La régulation. Que je ne perds pas totalement le contrôle de cette table ronde. La régulation, quand on est à ce point largué comme l'Europe, vous connaissez les chiffres, hein, c'est du soft protectionnisme. À un moment donné, on n'a pas 15 000 façons de se protéger. Donc c'est un game changer, la régulation. Quand vous n'êtes pas un game changer technologique, vous passez par le juridique. C'est pas très sexy. C'est très défensif, mais c'est comme ça. Et dans la régulation, il y a des régulations qui sont offensives. C'est le Data Act, dont on vient de parler, couplé avec le Data Governance Act. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ouais, mais dites-nous un petit peu à quoi ça pourrait servir quand même. Eh ben, je reprends l'exemple de Spotify. Ça pousse les entreprises à coopérer pour atteindre l'effet de réseau. Donc, à ce qu'il y ait une interopérabilité au niveau européen pour qu'on puisse partager les données et avoir un seuil, un effet d'échelle comparable au marché américain et chinois. Donc c'est ça, donc c'est très important. Alors je répondrai si c'est possible, mais je ne veux pas bien sûr prendre la parole et la monopoliser, mais parce que je suis d'accord avec ce que dit Arnaud. Mais le mieux est l'ennemi du bien. C'est-à-dire qu'il faut être subtil dans cette approche que nous avons.
Réguler, c'est une force. Ce soft power, il est évidemment important. L'intrication, dirais-je, pour prendre un terme dont on parle beaucoup en ce moment, mais où l'imbrication des solutions US, des hyperscalers est évidente, et tu as raison, mais il ne faut pas se leurrer. Il faut que les acteurs européens puissent continuer à innover eux-mêmes et à se développer eux-mêmes, plutôt qu'à passer leur temps à essayer de démembrer ou de défaire la pelote réglementaire qui les contraint, qui les étouffe. Et c'est cette subtilité-là qu'il faut arriver à trouver pour, certes, créer un espace favorable de protection, mais un espace qui reste fertile pour développer l'économie. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on soit très, très, très prudent sur cet amoncellement de réglementation que l'on vient imposer aux acteurs. On va peut-être passer la parole à Emmanuela Girardi, qui est proche de la Commission européenne. Qu'est-ce que vous pensez de cette pelote réglementaire? Je ne sais pas si en italien on comprend le mot pelote, mais c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de règlements qui sont enroulés les uns le sur les autres. spaghetti. Voilà. Ok, merci. Alors, qu'est-ce que je pense de la réglementation? Ben, je pense que c'est nécessaire, la réglementation, mais qu'en Europe, aujourd'hui, on a beaucoup, je pense, un petit peu trop de réglementation, surtout sur les technologies. Et, par exemple, le Data Act, je pense que c'est très bon parce qu'on doit créer le marché européen des données. Et ça, c'est très important pour partager les données, pour échanger les données. Mais peut-être que c'est un petit peu trop restrictif pour les startups européennes. Mais si je connais mieux les AI Act, et pour les AI Act, ce que je peux dire, c'est que la première chose, c'est qu'il faut avoir une vision systématique, même dans les choses que vous avez parlé avant, pas seulement sur la réglementation, parce qu'aujourd'hui, la réglementation en Europe, c'est un des piliers de la stratégie européenne. Et c'est trop restrictif, je pense, mais c'est seulement un. Il faut vraiment faire aussi des investissements dans la formation, l'éducation, dans le secteur privé, dans les infrastructures. Ce n'est pas seulement le cloud ou les modèles d'IA, mais aussi l'énergie et même les télécommunications, comme vous avez dit avant. Alors, il ne faut pas vraiment parler seulement de la réglementation. Et pour vous voulez dire qu'il y a un chemin à faire pour les acteurs privés? Vous êtes la seule à avoir parlé de compétences, de formation, effectivement. Vous renvoyez aussi les acteurs privés à leurs responsabilités, en fait. Oui, je pense que ça, c'est... Et on ne peut pas le faire seulement dans le niveau de chaque État, mais il faut le faire vraiment au niveau européen. Il faut avoir des curriculums européens sur les compétences de l'intelligence artificielle. Et ça, aujourd'hui, il n'y a pas. Il n'y a pas de tout. Et alors aussi, ça c'est très important. Et la dernière chose sur la réglementation, je voulais dire, par exemple, c'est aussi un facteur géopolitique parce qu'on l'utilise comme une barrière aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est une barrière pour les usines, les industries, les modèles américains, chinois, mais c'est aussi une barrière pour les startups européennes. Et ça, c'est très difficile. Et si on pense qu'est-ce que ça se passe aux États-Unis, aujourd'hui, il n'y a pas du tout de réglementation. Vraiment, c'est deregulation, tout deregulation. Et si je pense aux Chine, il y a beaucoup de réglementations. Par exemple, la dernière qui est arrivée la semaine passée, c'est une étiquette obligatoire pour toutes les choses qui sont développées avec un IA. Et ça, il y a aussi des autres réglementations en Chine pour l'IA. Alors, je pense qu'il faut penser qu'il ne faut pas avoir seulement des réglementations, et je suis presque sûr qu'on va avoir une simplification de l'AI Act dans les prochaines années. On appelait avant les panels avec les omnibus. Je pense qu'il va avoir une simplification pour les systèmes d'intelligence artificielle qui sont considérés high risk, haut risque, comme on a déjà fait avec le Code of Practice, qui c'est les règles pour les systèmes considérés avec un risque systémique, comme le Large Language Model, comme par exemple le modèle de Mistral ou de OpenAI et tout ça. Et il est beaucoup changé parce que la première version des règles pour les larges modèles était beaucoup plus restrictive que la dernière. Et la dernière, je pense que c'est quelque chose que tout le monde peut signer, et en fait, tout le monde l'a signé. Et alors ça, je pense que c'est ce process-là qui était fait aussi avec les industries, et on l'appelle la better regulation, la meilleure régulation avec tous les stakeholders. Je pense que ça, c'est très nécessaire pour avoir une
réglementation qui porte des stabilités, parce que ça c'est nécessaire, mais aussi qui protège les valeurs humanistes européennes. Merci. Quelqu'un veut compléter sur la régulation? On passe à autre chose. Sur la régulation, la voie européenne d'un numérique responsable, je crois qu'elle parle à chacun d'entre nous en tant que citoyen déjà, pour pas qu'on fasse commerce ou qu'on galvaude la donnée de chacun d'entre nous. C'est quelque chose, je trouve, qui est fondamental et qui touche bien sûr aux droits de chacun. Et on a cette chance d'avoir ce cadre juridique qui nous protège et il faut préserver ça. Ça, je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus. Sur la portée du Data Act qui permet justement de favoriser l'interopérabilité et la portabilité, mais je pense que là aussi, c'est une voie qui est tout à fait intéressante pour diffuser l'économie du numérique, pardon, mais j'en reviens toujours à mes motos. Il faut que cette réglementation ne soit pas non plus trop restrictive pour que les acteurs puissent se diffuser, se développer. Voilà, il faut réguler, mais pas étouffer. D'accord. Donc peut-être, juste pour conclure, j'aimerais bien entendre chacun d'entre vous pour reprendre la main sur le numérique, c'est quoi vraiment le sujet clé, les conditions clés. Et après, peut-être on peut prendre quelques questions, réactions de la salle, si vous en avez. Alors, il y a quelques années, quand j'ai sorti la première édition de mon livre, et là, il y a la deuxième qui va sortir en novembre, j'avais noté 5 grands leviers. Et ça s'est un peu complexifié comme stratégie, à vrai dire. Mais bon, là, je vais retenir peut-être 3 niveaux. Le premier, aujourd'hui, je pense que c'est pas mal qu'il y ait une espèce de réveil en France, mais aussi en Europe, sur le fait de cartographier dans le sens connaître nos faiblesses. Et ce sur quoi, à quel endroit en fait on est vraiment dépendant et ce sur quoi il faut du coup reprendre le contrôle. Parce que en cas de coupure de service ou parce que justement on peut être puissant ailleurs avec certains nœuds, etc. Bon, donc ça il faut faire cette cartographie-là pour pouvoir mettre en place une véritable stratégie industrielle. Au niveau européen, c'est le mieux, mais on sait bien que l'Europe fonctionne aussi avec ses États. Bien sûr, avec l'accord de ces États derrière. Donc il faut que toutes les strates suivent d'une certaine manière, mais il faut une vraie stratégie industrielle à long terme, avec effectivement des États assez volontaires, qui ne peuvent pas faire l'économie du gouvernement aujourd'hui. Ça fait un bon bout de temps, 30 ans qu'on va vers une frugalité de gouvernement. Sur les sujets de politique industrielle, il faut probablement faire l'inverse. Et voilà, mon point de vue, effectivement, de pousser, par exemple, vraiment l'achat par des orientations claires sur des briques et sur des secteurs, c'est important. Et puis, il faut effectivement une vision sectorielle, éducation, sécurité, santé. Si déjà on arrive sur ces secteurs clés et mobilité, on peut le rajouter aussi, bien sûr, sur ces secteurs clés à avoir du numérique européen maîtrisé, etc., eh ben, ça fait beaucoup d'utilisateurs, au final. Et si on parle de l'éducation, alors là, on a des jeunes qui apprennent à utiliser, et l'usage est très important parce qu'on a des habitudes ergonomiques extrêmement fortes. On parlait de formation, mais aujourd'hui, la formation, les facilités de formation, elles vont vers les grandes plateformes. Et d'ailleurs, les États européens subventionnent largement les formations vers les grandes plateformes. Donc ça aussi, c'est totalement illogique. Ouais, à Microsoft, pendant des années, Pôle emploi, CCI, etc. Bon. Voilà, on a tous vu ça, et puis les ateliers Google numérique. Bon, je ne vous dis pas tout ça, je ne vais pas faire leur pub non plus, voilà, mais il faut l'inverse en fait. Il faut former aux technologies alternatives, il faut former du coup à d'autres technologies. Donc ça, c'est la partie formation. Et puis, par ailleurs, effectivement, sur les infrastructures, il faut avoir une logique claire pour revenir sur cette question de réseau énergétique également. Il faut maintenant bien observer ce qui se passe dans les corrélations entre ces réseaux de télécommunications et d'énergie. Et justement, dans la nouvelle édition, j'en parle pas mal sur le fait que ces acteurs du numérique s'orientent aussi vers l'activité énergétique, à la fois en tant qu'utilisateur, mais aussi en tant qu'entreprise et fournisseur de services. Donc ça, c'est assez intéressant à observer. Et donc, il faut prendre ça en compte, parce que là, on touche à notre territoire, on touche aux infrastructures sur notre territoire, donc allez-y, faites construire des centres de données à foison, etc. Bon, regardez bien les usages derrière, regardez ce qu'on en fait, regardez quelles sont les conséquences, non pas sur la consommation énergétique sur toute l'année, mais à certaines périodes clés. Qu'est-ce que ça représente comme dépendance à long terme, alors même que l'Europe est un point très important dans le développement du continent africain, qui est juste en dessous, et qui est en train de se développer au fur et à mesure sur les usages numériques. Et aujourd'hui, les centres de données, ils sont où? Ils sont Nigeria, Kenya, Afrique du Sud, certes, mais les services, ils sont chez nous. C'est pas... Voilà. Il faut
regardez la logique systémique de tout ça. Alors, je rebondis là-dessus, pardonne-moi Arnaud, parce qu'on n'en a pas parlé. Et vous voyez les voies qui se dessinent aujourd'hui, on parle de nos latéralités, on parle beaucoup des US, on parle beaucoup de la Chine. Et je rebondirai juste là-dessus, on ne parle jamais de l'Afrique. Là, on a un continuum intelligent à refavoriser. Là, on a une voie intéressante à explorer, que l'on a abandonnée, nous Français, totalement. Je ne suis pas là pour faire de la politique, mais je pourrais vite tomber dans le piège. Nous devons explorer cette voie. Ces pays-là n'ont pas besoin de nous. Le numérique, c'est cette technologie qui fait tomber les barrières. On passe d'une technologie à une autre sans difficulté aucune. Donc ces pays-là, aujourd'hui, on ne s'y intéresse pas, alors qu'ils ont besoin aussi de nous, de notre accessibilité avec notre maillage de câbles opérateurs sous-marins qui atterrissent dans des zones favorables de notre territoire. Mon accent vous invite à penser d'où je viens, et notamment à Marseille, il y a 19 câbles opérateurs sous-marins qui arrivent et qui arrosent le reste de 70% du trafic Internet des Indiens transite à Marseille. Personne ne le sait. Donc on a ces positions géostratégiques incroyables. Il faut absolument s'emparer de ces questions-là et s'intéresser à cette question vis-à-vis de nos rapports au continent africain. Merci. Un mot de conclusion. Juste là-dessus, parce que c'est vrai que je travaille de plus en plus sur cette question-là, tout en essayant de ne pas tomber dans le piège d'un ancien esprit européen très colonial. Mais c'est très compliqué parce qu'en fait, les entreprises états-uniennes et les Chinois d'ailleurs profitent de ces récits-là historiques pour dire que c'est mieux de travailler avec Google ou c'est mieux de travailler avec la Chine parce que idéologiquement, c'est pas l'Europe. Sauf que nous avons une histoire commune, un droit commun, une langue commune pour certains des pays et qu'il faut regarder les choses avec la réalité. D'accord. Arnaud et Manuela, vous voulez conclure sur les conditions de la relance? Oui, je vais seulement dire qu'en fait, Mistral, il vient de dire l'annoncement, je pense qu'il était hier, qu'ils ont commencé en collaboration avec le gouvernement du Maroc. Alors, ils ont commencé à faire ça aussi. Et la plupart des infrastructures, des technologies en Afrique, c'est développé par la Chine. Alors ça, je pense que c'est aussi, il faut le connaître aussi. Et c'est aussi critique, je pense. Ça. Okay. Arnaud, vous voulez conclure sur... Pour moi, les conditions, je vais essayer de faire très court. C'est de mesurer, de coopérer et d'arbitrer. Alors mesurer, je vous l'ai dit, on prend notre part avec cet indice de résilience numérique, qui est pour moi le point de départ, à une stratégie de créer un écosystème de confiance, c'est-à-dire ma gestion des interdépendances, parce que personne n'est totalement autonome stratégiquement. La souveraineté, c'est un mot valise, mais ça n'existe pas. Même les Américains sont indépendants des chips Taïwan, etc. Donc c'est gestion des interdépendances. Et donc du coup, dans cet écosystème, dans cette gestion des interdépendances, moi, je dois rendre les autres dépendants au moins un point. C'est ce qu'on appelle l'indispensabilité stratégique, que font très bien la Corée du Sud, Taïwan, etc. Et donc c'est faire des choix. Vous avez cité le rapport de Mario Draghi. Pour se rendre indispensable, il faut faire des choix et être très très bon sur des sujets très précis. Est-ce que c'est la Agentic AI? Est-ce que c'est le quantique? Est-ce que c'est la cybersécurité? Peu importe, mais il faut faire des choix. D'accord, merci. Est-ce qu'on peut prendre une question de réaction de la salle? Rapidement, Olivier. Et si quelqu'un, parce qu'il y a des gens qui ont dû avoir les oreilles qui sifflent, peut-être s'il y a des gens de chez Microsoft, des hyperscalers, il y en a peut-être dans la salle, ils n'étaient pas à la fête. Hein. Tant pis pour eux. On a beaucoup parlé du numérique, évidemment, comme si nous étions le nombril du monde. Évidemment, vu des citoyens, les usages sont partout, mais on n'est jamais qu'une économie au service des économies. Et aujourd'hui, pourquoi aussi sommes-nous en retard? Prenons-nous du retard? Parce que notre économie ne va pas bien. On n'est pas en capacité de flécher les investissements parce que nos entreprises, aujourd'hui, globalement, ont des difficultés à se développer, à innover, parce qu'elles ne font pas beaucoup de résultats. Donc je voulais aussi poser ça ici pour qu'on réalise tous que l'avenir, le numérique, demain, existera si l'économie se porte bien. Et donc nous avons aussi à favoriser ce terrain fertile d'une économie saine, d'une économie dynamique. On prévoit un atterrissage à 0,9 cette année de croissance. Oui. Je crois que là, par rapport à tout ce qui se passe sur le terrain et l'échiquier politique aujourd'hui, on a vraiment à méditer, quoi. D'accord. Merci. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Réaction? Oui, monsieur. Parce qu'il y a un micro. Tiens, donnez-moi.
Il n'y a personne, donc je vais Mais faire vous moi-même faites le service tout. après-vente. Présentez-vous peut-être. Bonjour, Omar Mesgran, Société Arcantique, dans le numérique. C'est très intéressant d'avoir eu toutes ces interventions-là. Je n'ai pas beaucoup entendu parler, peut-être j'étais arrivé en retard aussi, de l'open source. Ah oui, c'est vrai. On en avait parlé donc en ça, amont, mais c'est pas revenu. Oui. C'est un point qui me semble Ouais. très important. Donc, un sujet a été abordé sur l'omniprésence des grandes plateformes, notamment Microsoft. Je suis admiratif de leur capacité commerciale à être présent pour tout ça, il faut le reconnaître. Mais en face, au niveau de la commande publique, je trouve que quand l'État commande auprès de Microsoft, c'est qu'il y a aussi quelque part une faille de ne pas privilégier les solutions, on va dire, européennes. Et notamment open source. Il existe des solutions open source pour compenser les solutions de ces grands champions, notamment Framasoft par exemple. Donc c'est fait par des bénévoles. Les solutions existent, il faut s'en emparer. Mais pour prendre on va dire de l'envergure, il faut qu'ils soient aidés par des programmes, peut-être avec France 2030, financer l'extension et l'usage de ces solutions qui existent déjà. Et puis l'open source aussi au niveau de l'IA. Donc, allez, on va dire dans le passé, on a raté un peu la vague Internet. Les grands champions américains ont pris le dessus. Mais sur l'IA, quid de l'utilisation de l'open source? Les Chinois se positionnent sur l'open source. Il y a beaucoup de solutions très spécifiques, très, on va dire, sectorialisées. Donc on a de l'IA open source pour la chimie, pour la physique, pour les études spatiales. Donc je pense qu'il faut aussi explorer cette possibilité d'utiliser de l'open source dans tous ces domaines. On a 1 minute pour peut-être répondre à cet intéressant commentaire, si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Ça vous va? Alors sur l'open source, merci beaucoup pour cette question parce qu'effectivement on n'en a pas parlé. Alors moi quand je parle d'alternative, c'est évident que dans alternative il y a aussi l'open source. Quand je parle d'open source, je parle de la méthodologie de développement. Je ne parle pas forcément de la philosophie du logiciel libre, pour laquelle je peux être d'accord sur plein de choses, mais ce qui m'intéresse dans l'open source, c'est sa flexibilité, son usage stratégique en fait. Il y a 2 intérêts déjà à faire de l'open source. Récupérer ce qui existe déjà, parce qu'il y a une multitude de choses qui existent en open source, et effectivement, quand on est en retard entre guillemets sur un certain nombre de choses, ne réinventons pas, voilà, on ne va pas tout réinventer. On va repartir de ce qui existe et bâtir dessus et faire d'autres distributions, etc. Bon. Ça, c'est la première chose. Ensuite, en tant que méthodologie de développement collective, pour l'Europe, ce serait vachement intéressant, surtout à partir du moment où on a des briques européennes partagées sur lesquelles on veut faire des passerelles. Et ces passerelles seraient open source. Ces passerelles, cette plateforme européenne serait open source et pourtant décentralisée. Il y a plein de choses à faire avec l'open source. Et travailler en commun, de manière sectorielle. Donc la méthodologie de développement open source doit se développer, doit être promue, et des projets open source collectifs au niveau européen, oui, clairement, peuvent faire l'objet de subventions, voilà. Mais pas en tant que philosophie, en tant que méthode. D'accord. Merci beaucoup. On va devoir libérer la salle. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je remercie nos intervenants.